Alors, Alors moi je voudrais dire merci à Anne-Sylvie pour ce que tu nous as apporté. Je pense que c'est un métier qui a de l'avenir d'être sociologue. Moi je défends souvent que si j'espère qu'il y a une matière qui va pas disparaître au lycée notamment, c'est la philosophie, parce que je pense qu'on en aura besoin de plus en plus dans les années à venir. Voilà. Et si je dois faire deux petits, moi comment dire, ça a vibré, ça m'a fait vibrer, ça m'a fait réagir. Je pense qu'on doit être nombreux comme ça. Il y a deux choses moi qui m'ont fait réagir. La première c'est sur le quantified self. J'étais il y a pas longtemps au hackathon, donc Hacking Health Camp dont parlait Nicolas à l'instant. Il faut savoir qu'on a le plus grand, le territoire d'Alsace a le plus grand hackathon au monde en santé quand même avec ce hackathon-là. Et il y avait un groupe qui travaillait sur le sommeil et comment arriver chez son médecin avec des données pour éviter notamment que les psychotropes soient trop utilisés par le médecin qui règle ça en 2 minutes à la fin de la consultation et qui s'en débarrasse en donnant comme ça des psychotropes à la fin. Et il disait, donc moi je suis très geek dans mon âme et je pensais qu'il fallait des montres connectées, hein, j'en ai une au poignet, j'ai parlé des 10 000 pas juste après, qu'il fallait un bandeau du sommeil, qu'il fallait quelque chose sous le matelas. Et il y avait deux chercheuses du CNRS qui étaient là, qui témoignaient, qui disaient non, le plus important c'est pas ce qu'on va mesurer, combien on a dormi ou combien on n'a pas dormi. En réalité, ce qui est plus important, c'est le côté subjectif. C'est-à-dire, est-ce qu'on sent qu'on a bien dormi ou est-ce qu'on a l'impression qu'on n'a pas bien dormi. Même si on a bien dormi, c'est 8 heures, mais qu'on a l'impression qu'on a mal dormi, ben ça, c'est plus important. Donc voilà, la quantification, ça a ses limites aussi. Et elles ont tellement bien défendu leur truc que moi, j'ai laissé tomber les objets connectés sur leur projet. Elles avaient un vrai projet qui était centré sur l'humain, en fait. À la fin, ça, c'était ma première. Ça m'a vraiment fait penser à ça, ce que tu disais tout à l'heure sur le quantified self. Et l'autre, c'est les 10 000 pas, parce que moi, il se trouve que je suis marathonien, donc que je suis mes 10 000 pas tous les jours sur un montre, mais que je n'arrive jamais à avoir 10 000 pas, sauf si je vais courir. Donc je me dis souvent que c'est vraiment débile cette histoire de 10 000 pas, parce qu'il faut aller courir pour y arriver. Alors je compte les mouvements de natation aussi des fois, puis je me dis que c'est vraiment ridicule. Le mieux c'est de bien se sentir. Et puis je me pèse aussi parce que je connais bien mon poids de forme, mais c'est marrant parce que quand je m'éloigne de mon poids de forme, je me pèse de moins en moins souvent aussi. Enfin bon, bref, donc voilà, tout ça, ça a vraiment résonné chez moi. Mais je ferme la parenthèse. Donc moi, je m'appelle Frédéric Cambesset, je travaille pour une boîte qui s'appelle RMS Touch. RMS Touch, c'est une entreprise innovante, pas une start-up, qui est experte dans ce qu'on appelle l'expérience talent. Alors l'expérience talent, c'est tout ce qui va concerner l'acquisition, la rétention, l'évolution des talents dans l'entreprise. Bon, alors si on généralise un peu tout ça, bien sûr, on parle de recrutement, on parle d'emploi, on parle d'évolution, on parle de mobilité, on parle de carrière, on parle plus généralement de RH. Et nous, c'est l'innovation dans les RH qui nous motive et qu'on aime faire. Alors très précisément, moi je suis monsieur startup en fait chez RMS Touch. Et on a mis au point l'année dernière un annuaire des startups RH parce qu'on trouvait qu'il y en avait quand même pas mal. Donc on a listé beaucoup, on a listé 300 puis 400. On a sorti un annuaire dans sa première version qu'on avait 500 en France, hein, présente et active en France. On est monté à 600, on va faire une mise à jour bientôt. Je pense qu'on va frôler les 700. Enfin c'est un écosystème qui est vraiment considérable. Où il se passe beaucoup de choses. Et donc nous, notre fonction, c'est de réunir, d'informer et de former les acteurs de cet écosystème-là de HR Tech, en fait, parce que c'est ça qui nous motive. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans la HR Tech, puis je vais faire un petit tour après, je pense que c'est ça qu'on attendait un peu de moi, d'horizon de ce qu'on peut rencontrer justement dans cet écosystème-là. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce domaine-là, c'est que les startups RH sont pas trop sur la techno, elles sont plus dans comment mieux faire interagir les gens entre eux, ou bien comment mieux révéler le potentiel humain. Donc ça, je trouve ça quand même très intéressant et personnellement très motivant. Donc si on se balade un peu dans les sous-domaines de la RH, alors on a parlé d'emploi en ouverture, donc je peux parler justement d'emploi, de recrutement. Il y a une start-up par exemple qui s'appelle My Job Glasses, qui se trouve avoir remporté le challenge qu'organise RMS Touch. Ils l'ont remporté il y a 2 ans. My Job Glasses, c'est une start-up qui met en relation
des jeunes diplômés ou qui vont être diplômés avec des professionnels dans l'entreprise. Donc on est sur une base un système de plateforme. Et les professionnels dans l'entreprise vont accorder gratuitement en fait un entretien pour faire découvrir à ces jeunes leur métier. Hein, on est quand même dans un monde où on sait très bien que 50% des métiers dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Hein. Moi j'ai des enfants quand ils vont à l'école, je leur demande jamais ce qu'ils veulent faire plus tard, parce que je sais que ce qu'ils voudront faire, ça n'existe pas probablement aujourd'hui. Et en fait, les jeunes et les professionnels se retrouvent très bien via cette plateforme, parce que les jeunes, eux, ça leur permet de savoir si ce métier-là, il les intéresse ou les intéresse pas. Et les professionnels, eux, ils s'en servent. Alors, les entreprises s'en servent parce que c'est du marketing employeur. Voilà, c'est une manière de faire connaître et faire valoir son entreprise. Et l'autre manière, c'est de se sentir utile ou de donner du sens à sa mission ou à son job au quotidien en transmettant sa passion aux jeunes. Bon, ça, c'est un exemple de start-up, par exemple, qui existe aujourd'hui sur la place. Dans un autre domaine, par exemple, dans tout ce qui est ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. J'ai rencontré une start-up qui s'appelle Move Your Body. Ça rejoint un peu les 10 000 pas de tout à l'heure, qui est une start-up qui organise en fait, qui met à disposition d'une entreprise une plateforme. Alors c'est intra-entreprise ou c'est inter-entreprise. Et c'est si Paul de la compta aime bien jouer au squash, mais il connaît personne dans l'entreprise, il va mettre sur la plateforme, il va proposer des sorties de squash, un autre va proposer des sorties de yoga, etc. Donc, chacun peut proposer ses hobbies, donc on crée du rapprochement et du partage en fait entre les personnes dans l'entreprise. On l'a tous plus ou moins vécu. Au bout d'un moment, on apprend qu'il y en a certains qui vont courir le jeudi à midi. Ça nous intéresse, on y va, mais on ne sait pas forcément, notamment dans les plus grandes entreprises où si c'est ceux du service commercial qui vont courir, si soi-même on est à la logistique, on l'apprend jamais. Bon, c'est voilà le type de plateforme ou d'outils, de start-up qui marche fort. Hein. Ça marche super bien parce que justement, ça rapproche les gens dans l'entreprise ou entre les entreprises. Si je continue mon petit tour d'horizon, on a aussi tout le domaine de la formation. Alors j'ai rencontré là aussi l'année dernière une start-up qui s'appelle Challenge Me. Challenge Me, ils font de la formation, mais ils font de la formation inversée. Alors souvent, on voit beaucoup de choses sur le e-learning, sur les MOOC, les Cook, etc., etc. Enfin, je passe sur tous ces thèmes-là. Et eux, ils sont plutôt en mode école 42. Alors l'école 42, c'est l'école où en fait il n'y a pas de prof, hein, on apprend entre soi. Et ils proposent, là aussi alors il y a toujours une dimension de digital, mais ils proposent via une plateforme la mise à disposition de défis dans l'entreprise. Donc on poste un défi sur un sujet qui est assez crucial pour l'entreprise. Et puis les uns les autres membres de l'entreprise vont venir se connecter à cette plateforme et contribuer au défi sur base d'anonymat. Donc en fait on est là, on peut partager son savoir et les idées affluent et les gens apportent leurs idées. On va venir noter, vous savez, comme sur Uber, on met des ou sur les applications sur l'Apple Store ou sur l'Android Store, on va noter les idées de ses collègues. Du coup, ça va faire un tri entre les bonnes idées et moins bonnes idées. Et on va constituer comme ça. Alors, évidemment, c'est arbitré, organisé, modéré par la start-up en question. Mais ils arrivent en sortie à avoir un rendu qui n'est que un concentré finalement des meilleures idées qui peuvent exister dans l'entreprise et des interactions qui ont pu avoir lieu. Alors dans une entreprise où notamment on a pas mal de sites différents, ça peut avoir un vrai avantage. Et puis ça vient de la base et ça remonte plutôt que d'avoir une formation plus descendante comme c'est souvent le cas. Voilà, ça c'est ce qu'on peut trouver dans la formation. Plus près de nous, je parlais de marketing employeur. Alors là, je vais parler d'une start-up. Il a fallu quand même que je parle d'une start-up alsacienne. Il y a une start-up alsacienne assez récente qui est hébergée au CEMIA à Strasbourg, donc que Nicolas a probablement croisé, qui s'appelle Tiwi. Tiwi, il y a des gens qui ont entendu parler d'eux ou pas? Ouais, voilà. Alors Tiwi, ils font du marketing employeur, bien sûr. Alors, évidemment, ils en entendent parler. L'idée, c'est quoi? C'est très simple. À chaque fois, on est sur des idées très simples. Eux, ils disent, les entreprises ont besoin de faire de la pub dans les écoles et les universités, les grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs.
Alors il y avait la méthode un peu ancienne. Eux, ils ont marié l'intérêt et la volonté des entreprises à vouloir se faire connaître dans les entreprises, et puis la recherche de petits jobs et de petits boulots pour les étudiants eux-mêmes. Et alors maintenant ils ont évidemment diversifié leurs produits, mais au départ l'idée c'était d'avoir un t-shirt orange, d'ailleurs, parce que je suis quasi sûr qu'ils ont bossé avec Orange. On porte un t-shirt orange, on fait savoir ce que fait Orange, on fait de la pub finalement, hein, comme ça, mais on est sans doute dans une version un peu plus moderne, puisque au lieu d'aller essayer de parler aux étudiants dans un langage d'étudiants, bah, c'est les étudiants en fait entre eux qui vont se parler, donc c'est au travers d'étudiants qu'on va faire parler sa marque. Mais pour ça, bah, il faut aussi, là aussi, des équipes, il faut une plateforme, il faut un peu de digitalisation. Et ça, on le fait, donc ça c'est dans le domaine de ce que j'appelle le marketing employeur ou la marque employeur. Ça c'est une start-up donc qui est tout proche de nous. Si je parle maintenant de gestion des compétences, par exemple, alors là il y a beaucoup de choses qui se passent dans la gestion des compétences. Moi il y a deux startups qui m'ont pas mal marqué. Une startup qui s'appelle Mobily Work, par exemple, et qui elle a mis en place un système qui travaille sur la mobilité temporaire. Alors il y a des lois pour faire de la mobilité temporaire dans les entreprises, en réalité, mais la loi est très peu connue des entreprises et très peu pratiquée. L'idée c'est quoi? C'est que les entreprises vont avoir soit des suractivités, soit des sous-activités. Mais on ne sait pas forcément que juste à côté de soi, à 200 mètres ou à 300 mètres dans son entreprise, il y a de la sous-activité, alors que soi-même, on a un pic d'activité. Bon, bah, c'est un système de plateforme comme ça qui va mettre en relation des entreprises ou des organisations qui ont de la sous-activité ou de la suractivité, ou qui ont en tout cas besoin de pratiquer la mobilité. Alors l'un des grands classiques, c'est aussi de pratiquer la mobilité entre les grandes entreprises et les startups. D'accord ? Parce que les startups, elles ont besoin de force vive, mais pas à plein temps. On ne peut pas se payer, n'est-ce pas Nicolas, hein, c'est difficile de se payer des pleins temps, et surtout avec des gens qui ont pas mal d'expérience. Donc, avoir accès à certaines personnes, à temps partagé, par exemple, ou sur une durée de temps limitée, comme ça, c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup d'intérêt. Mais par contre, les rencontrer, ces entreprises-là, bah, c'est toujours un peu la croix et la bannière. Donc, le plus simple, c'est d'accéder et d'utiliser des plateformes pour ça. Bah, ces gens-là, Mobily Work, c'est ce qu'ils font. Ils le font plutôt entre sociétés, mais ça marche bien. Ça démarre assez bien, même si eux, ils ont besoin d'acculturer, d'expliquer aux entreprises qu'il y a des manières différentes de réagir à la sous-activité, par exemple, que en faisant du chômage technique ou du licenciement. Il y a des manières un petit peu plus modernes et plus intéressantes aussi et plus valorisantes. Et alors j'ai encore deux exemples que je peux vous citer encore. Un autre dans la gestion des compétences. Que j'ai rencontré aussi l'année dernière, là, qui avait fini très fort sur notre challenge, qui est une start-up parisienne installée chez Station F d'ailleurs, qui s'appelle monmentor.fr. Alors, je pense que vous avez tous connu plus ou moins des processus de mentorat dans les entreprises. En général, c'est plutôt bien reçu, ça se développe de plus en plus, mais ça marche pas toujours. C'est-à-dire que quand on l'a pratiqué, alors quand c'est bien pratiqué, c'est hyper puissant, notamment pour mettre le pied à l'étrier et puis booster des jeunes recrues. Mais quand c'est pas bien fait, il aurait mieux fallu ne pas le faire. Souvent, c'est un peu ça le bilan qui est fait. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est que sur le mentorat comme ça, qui peut être un mentorat interne à une entreprise ou externe. Donc, il y a parfois, si on est dans des plus petites structures, trouver un mentor qui n'est pas dans l'entreprise, c'est beaucoup plus difficile. Eux, avec leur plateforme, le permettent. Ils ont, optimisé, cadré un processus comme ça, en mettant, en utilisant les bonnes pratiques. Et en normant un petit peu ce processus-là et en mettant à disposition des entreprises comme ça une plateforme digitale pour faire du mentorat entre les jeunes et les expérimentés.
Donc avec en plus un algorithme de matching où, parce que ça c'est des fois on vous colle un mentor, mais alors c'est vraiment pas celui qu'il fallait vous coller, ils vont en rajouter en plus un algorithme de matching. Alors c'est là, alors ça rejoint un peu ce que disait Anne-Sylvie tout à l'heure sur les pratiques, les usages. Moi je suis très très d'accord avec ça. La problématique n'est pas la technologie, c'est ce qu'on en fait ou comment on l'utilise. Bon, le matching, on sait très bien, Tinder, c'est sympa, mais bon, on sait que c'est un peu la dérive de la rencontre, Tinder. Là, c'est le même principe que Tinder, c'est-à-dire qu'on va swiper à droite ou à gauche, en fait, son mentor. Mais c'est un petit peu plus vertueux comme utilisation du j'aime pas, je dirais. Donc voilà, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Et puis après, alors il y a toute une catégorie, mais là c'est assez large, de start-up qui est dans le domaine du service aux collaborateurs. Et il y en a une, alors plus particulièrement, c'est l'intervention d'Anne-Sylvie qui m'y a fait penser, qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Mailloop. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de Mailloop ou pas parmi vous. Alors Mailloop, ça travaille sur les pratiques d'email. Donc c'est un add-on à Outlook ou à d'autres messageries électroniques qui va permettre en fait de taguer en bas du message qu'on va recevoir des mauvaises et des bonnes pratiques. Alors on va pouvoir taguer de manière anonyme, par exemple un propos insultant, un propos sexiste, un nombre trop important de destinataires ou de gens en CC, où on va les mettre le N+2 en CC. Vous voyez ce genre de pratique email là qu'on a tous plus ou moins vécu. On va taguer ça de manière complètement anonyme et chacun dans l'entreprise va recevoir un feedback mensuel sur ses pratiques en termes d'email. Alors ils ont des retours qui sont chiffrés, ils savent très bien que ça limite fortement le nombre d'emails notamment, donc c'est très vertueux. Et à contrario, on va aussi dire quand quelqu'un va venir féliciter une équipe, pratiquer aussi, avoir des pratiques vertueuses par voie d'email, on va aussi le valoriser. Ou quand quelqu'un va faire un email de manière concise où ça fait 5 lignes, où on sait très bien ce qu'on veut, il y en a pas trop et que ça va droit au but. Ça va être des choses aussi qui vont être valorisées et qui après vont être remontées de manière anonyme à tous les utilisateurs de l'entreprise. Voilà un petit peu moi dans le tour d'horizon que j'ai pu faire du monde que j'appelle le monde HR Tech, ce qu'on peut trouver. Il y a beaucoup de technologies. Il n'y a pas forcément énormément de robots qui remplacent l'homme, parce que ça c'est souvent la chose qui fait peur quand on parle de start-up ou de technologie d'une manière plus générale. Mais c'est peut-être aussi le propre du monde de la HR Tech où là, on est quand même centré sur l'humain, même si c'est aussi le cas de la santé. C'est pour ça que c'est d'ailleurs l'autre domaine, moi, qui me passionne. Voilà, j'espère que j'aurais pu en tout cas vous faire un petit tour de France. Toutes ces startups-là, elles existent, sont en France. Il y en a qui sont à Dax, à Nantes, à Paris, à Strasbourg. Il y en a partout. On est dans un pays qui est extrêmement riche du point de vue startup, c'est vrai, moi je le vis tous les jours et je pense qu'il faut savoir faire la publicité de ceux qui ont du talent pour que ça continue longtemps.